Donc, ben, merci à tous pour votre présence à ce webinaire qui a lieu autour du CV digital. Alors moi, je suis la vice-présidente de la ETL et je vais co-animer avec Agnès ce webinaire. Et on est très heureux de recevoir aujourd'hui Nathalie Michel et Thibault qui va se présenter et qui va nous expliquer un petit peu ses fonctions qu'elle a au sein d'un grand groupe. Je laisse Alors, la parole, Nathalie. oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Nathalie Michalet-Thibault. Donc, moi, je suis responsable ressources humaines au sein du groupe Géodis et plus particulièrement sur la business unit Géodis Road. Donc, le transport routier de marchandises générales, plutôt sur un périmètre européen. Donc, j'ai la responsabilité d'un périmètre opérationnel en tant que responsable ressources humaines plutôt sur l'Europe de l'Est. Et ensuite, j'ai en charge le service recrutement pour la Business Unit Road et notamment, plus particulièrement, des missions transverses et de tout le personnel d'encadrement. Voilà. Donc, nous Merci. avons une petite cellule je dirais, interne de recrutement sur la Business Unit. On recrute environ en moyenne entre 60 et 70 cadres par an, en comptant également les pépinières de jeunes en commerce ou en direction d'exploitation. Voilà. Merci Nathalie pour cette présentation. C'est fort intéressant. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont là et qui ont entendu le mot pépinière, donc ça va somme toute leur parler. Et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein. On va commencer par les questions. Donc on a quelques questions à vous poser. Ensuite, ce que je propose, c'est que... alors moi, je vois pas le chat, Agnès, donc je verrai pas les questions. Donc par contre... Alors, je vais regarder en même temps les questions. Donc, pour simplifier l'organisation et pour que ce soit plus clair pour tout le monde, l'idée, c'est qu'effectivement, Isabelle pose des questions à Nathalie, Michel et Thibault par rapport à des questions qui ont déjà été préparées et qui vous concernent. Et à l'issue donc de cette demi-heure de questions-réponses, vous aurez la parole. On vous donnera la parole à travers le chat. Donc, vous poserez vos questions sur le chat et à ce moment-là, moi, je les retransférerai à Nathalie. Et ensuite, vous pourrez également intervenir en levant la main. Sur votre écran, vous devez avoir une petite icône pour lever la main. Et à ce moment-là, vous pourrez vous donner la parole également. Voilà, donc Nathalie, Isabelle, c'est à vous. Merci Agnès. Donc Nathalie, est-ce que vous pouvez nous dire comment, en tant que RRH, vous percevez les nouveaux modèles de CV, soit les vidéos, soit les mini-sites ou tous les CV un peu originaux, et est-ce que vous en recevez? Alors, au préalable, je vais dire en fait que ce type de CV est encore très rare. On en reçoit très très peu. C'est une pratique qui est pas encore, qui est assez peu développée. En tous les cas, nous, on le constate au sein de notre groupe. Ensuite, donc ça c'est la première remarque générale que je peux faire à ce sujet. Ensuite, effectivement, les quelques CV digitaux qu'on peut recevoir, on s'aperçoit qu'ils concernent surtout une population de jeunes, c'est-à-dire des personnes qui cherchent des contrats d'apprentissage ou qui sont à la recherche d'un job et qui vont souvent, en plus du CV, orienter avec un lien le recruteur sur des vidéos YouTube ou LinkedIn. Voilà. Sinon, dans le process classique d'un recrutement, nous avons très, très peu. Alors, je répète qu'effectivement, moi, je suis plutôt en charge du recrutement des personnels cadres. Donc, c'est vrai que sur ce type de poste, pour l'instant, je reçois très peu, même sur des candidatures spontanées. Ce n'est pas l'usage. Voilà. Mais c'est quelque chose qui tente à se développer, effectivement. Ça peut être intéressant puisqu'en fait, ça nous permet, c'est surtout, comme je vous l'ai dit, les plus jeunes qui sont en recherche, qui sont vraiment pugnaces à mon avis. Ça montre une certaine détermination en plus du CV. Ça ne le remplace pas, hein, je tiens à le dire. C'est important de rester aussi sur une base synthétique assez formalisée.
Et en fait, ça va avec le développement des soft skills. Ça permet aussi de se rendre compte, le candidat se met en situation, voilà. Donc, mais effectivement, ça tente à se développer, j'imagine, dans les années à venir, mais ce n'est pas encore la règle. Voilà, loin de là. Merci Nathalie pour cette première question à laquelle vous avez très bien répondu. Merci. On va J'espère. S'il y a des Merci. demandes Je pense par que la s'il y a suite, des n'hésitez questions, en tous pas. les cas, elles vont arriver. Et si on devait parler du CV digital, pour vous, en tant qu'RH, quel est le meilleur CV digital? Le format, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça vous attire plus sur le format ou peut-être sur la structure? Alors, enfin, déjà, alors pour répondre à cette question, il faut déjà bien repositionner le pourquoi d'un CV. Le CV, alors il y a deux possibilités. Soit la personne va candidater de manière spontanée, soit elle va répondre à une annonce. Je traiterai peut-être les candidatures spontanées après, mais donc dans le cadre d'un CV, en général, on l'adresse quand on répond, j'irai à une offre. Donc en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'entreprise est à la recherche du bon candidat. Donc, effectivement, dans la manière de faire un CV, il faut déjà bannir, je dirais, les CV types avec des intitulés types qui ne collent pas précisément aux besoins de l'entreprise. Ça, c'est le fond. Dans le fond, on doit vraiment, de manière synthétique, le CV idéal, hein, c'est un CV qui attire déjà l'œil sur la forme. Effectivement, on peut mettre en exergue la photo, les titres, il faut que ça soit bien présenté, mais surtout le fond, il faut qu'il soit synthétique et que le parcours soit cohérent par rapport aux besoins de l'entreprise. En fait, idéalement, il faut que le recruteur perçoive que le candidat a bien compris ce que recherchait l'entreprise et que son CV soit bien en adéquation. Donc ça, c'est très important parce qu'en fait, des CV pour une annonce, ça dépend des postes, mais on en reçoit quand même beaucoup. Souvent, quand nous les traitons en interne, nous n'avons pas forcément le temps de tout lire dans le détail. Donc, ce qui va, je dirais, accrocher l'œil du recruteur, c'est déjà effectivement l'intitulé, est-ce qu'il cadre avec notre besoin, et ensuite les mots-clés qui vont correspondre à l'annonce où on va retrouver des marqueurs dans le CV par rapport à l'annonce. Et après, sur la forme, effectivement, il faut qu'il soit agréable à l'œil. Donc ça, après, trop chargé, c'est pas bien. Je vois parfois des CV peut-être très modernes avec voilà, des dessins un peu de partout. On s'y perd. Donc, gardez en tête qu'il faut rester, je dirais, assez sobre. Voilà, sans pour autant, vous pouvez aussi avoir quelques éléments originaux, mais on est quand même assez classique, on va dire, parce qu'en fait, il faut s'amuser à rechercher le parcours parce qu'il y a des présentations dans tous les sens. En tout cas, on ne prendra pas le temps de le faire. Vous voyez, quand on a beaucoup de CV, on sélectionne la forme et le fond, la synthèse. Est-ce que les mots-clés qui ont été indiqués, le parcours, correspond aux attentes et aux besoins du poste qui est ouvert? Donc, alors, je partirais plutôt sur un CV classique. Après, renvoyer à un lien, pourquoi pas, avec une vidéo, sachant que le CV, c'est une première sélection. Donc, en général, les personnes qui sont retenues déjà sur CV, après, feront l'objet d'entretiens où il y aura un échange avec l'employeur. Donc, pour l'instant, je dirais, on est plutôt sur ce schéma. Je ne sais pas s'il est idéal, mais en tout cas, c'est ce qui pratiquement, quand nous recrutons en interne, nous fonctionnons. Alors après, les cabinets de recrutement qui ne font que ça et qui ont les ressources pour, ont peut-être le temps d'aller visionner des vidéos, des choses, des choses un peu plus originales. Mais en attendant, et puis après le CV, ça démontre aussi la capacité du candidat
à synthétiser son parcours. Donc, c'est important d'avoir un CV classique, écrit correctement, sans faute d'orthographe. Enfin, les fondamentaux, on va dire. Donc, si je résume, en fait, un bon CV, c'est un CV qui a un titre, qui colle à l'emploi, avec une phrase d'accroche, avec des mots clés qui répondent à la demande, plutôt synthétique, on va dire quelque chose de plutôt lisible, avec un parcours fluide. Il y a certaines compétences qui peuvent mettre en avant, ou il y a des compétences qui doivent être plus mises en avant que d'autres, ou est-ce que ça va venir selon chaque candidat, ça va dépendre de la personne qui va présenter son CV? Bah, les compétences, il faut quand même mettre quelques compétences clés et elles doivent être adaptées au poste qui a été décrit. Vous voyez, c'est important de faire ressortir à la fois le parcours, les formations, mais aussi à travers les différentes expériences, ou si c'est quelqu'un qui va, je dirais, démarrer son parcours, c'est de mettre en exergue ce qu'il pense bien maîtriser quand même. Il y a aussi la lettre de motivation qui va avec le CV. En général, on regarde la lettre de motivation après le CV. Le CV, c'est vraiment la phase d'accroche. Et ensuite, c'est le flash, en fait. Voilà, dans un CV, ça ne sert à rien non plus d'être trop consistant. Il faut savoir rester synthétique. Et je vous dis, mettre peut-être en avant plus certains éléments que d'autres en fonction du job qui est proposé. Parfois, ça ne sert à rien de s'étendre sur certaines choses qui ne sont pas forcément opportunes par rapport à ce que l'employeur va rechercher. Ok, merci Nathalie. Vous utilisez les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, dans le sourcing de vos candidats. Est-ce que vous faites de la veille ou comment ça fonctionne aujourd'hui? Alors, la veille, on en fait quand on peut le faire et qu'on a le temps de le faire, parce que comme on cherche beaucoup de choses en interne et on n'est pas un cabinet de recrutement. Et la veille, c'est délicat maintenant avec la RGPD aussi. Il y a des choses qu'on peut garder, d'autres pas. Donc, ça limite certaines pratiques qu'on pouvait avoir. Effectivement, alors LinkedIn, on l'utilise de deux manières. Donc, pour passer déjà nos annonces, toutes les annonces de cadre ou d'alternance ou de parcours pépinière sont, je dirais, diffusées sur LinkedIn. C'est un vrai partenaire pour nous. C'est un beau réseau. Ensuite, effectivement, sur des postes où on sait qu'ils vont être des postes plutôt rares, techniques, qui ont une difficulté particulière, où l'on sait que les réponses à annonces vont être assez short, risque d'être compliqué d'avoir des retours, mais pas toujours évidents. Dans notre service, on source également via le réseau LinkedIn, effectivement. Mais ce n'est pas la règle générale, mais on peut être amené à le faire, oui. Ok. Pardon, allez-y, excuse-moi Isabelle. Non, j'avais du coup une idée en tête. Est-ce que vous avez recours à l'option payante justement de LinkedIn sur le recrutement, ou est-ce que vous… Tout à fait. Ah non, tout à fait, oui. On est recruteur sur LinkedIn, on a des comptes recruteurs sur LinkedIn. D'accord. C'est très important aussi pour faire les publications. Il y a plein de… Pour le réseau, donc oui, on a sur l'ensemble du groupe plusieurs licences avec LinkedIn. Donc, si on doit faire un profil LinkedIn, je pense que c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est important aujourd'hui, si on est en recherche active ou si on veut changer ou si on est jeune, d'avoir un profil LinkedIn. Oui, ça me paraît indispensable. Jeune comme moins jeune, effectivement. Oui, ouais. Puisque même que lorsque l'on reçoit des CV sur des postes expérimentés, effectivement, on a pour habitude, en plus du CV, de regarder le profil de la personne sur LinkedIn pour voir aussi si c'est cohérent. Et inversement, j'ai des gens aussi qui postulent directement via LinkedIn sans forcément de CV, mais avec le résumé LinkedIn, à qui après on demande de nous adresser quelque chose de plus consistant. Donc, oui, tout à fait. LinkedIn, maintenant, c'est un passage obligé pour certains postes. Il est adapté effectivement pour des postes plutôt de manager ou d'expert.
Ok, merci. Et à titre d'information, combien vous recevez de candidatures en moyenne dans votre groupe? Alors, j'avais une question sur les candidatures spontanées, parce que les candidatures, c'est par milliers. Oui, Donc, vraiment par milliers au niveau du groupe Géodis, c'est très important. Après, sur les candidatures spontanées, on est environ en moyenne sur tout le groupe à 500 par mois. C'est pas neutre également. Donc, des candidatures spontanées de personnes qui aimeraient tenter leur chance chez Géodis, donc que l'on étudie également, en plus, je dirais, des réponses à annonces. Donc, nous avons un site spécifique qui sert également donc, pour les candidatures externes et qui sert également à des personnes en interne dans le groupe, puisque c'est c'est important avec des spécificités métiers différentes. Donc, il peut aussi y avoir des mobilités internes gérées via notre outil de recrutement régulièrement. ok. Donc c'est important aussi, pour vous, c'est important d'avoir des candidatures des deux types. Comment vous faites? Est-ce que quand vous avez un poste, vous allez aller regarder dans les candidatures spontanées, vous allez aller dans votre CV Tech ou bien vous allez quand même garder les candidats qui ont postulé sur l'offre à proprement dit? Alors, oui, plusieurs choses. Quand on lance un recrutement, on regarde déjà notre vivier. Alors là, les règles vont être amenées à changer, comme je vous l'ai dit, avec la RGPD. Donc, il y a des choses qu'on faisait qu'on ne fera plus. Enfin, tout ça est en train de se mettre en place, parce que les viviers, c'est pareil. Maintenant, il y a certaines normes pour pouvoir. Il faut interroger aussi les candidats pour savoir s'ils sont d'accord pour que l'on conserve un certain nombre de données les concernant. Donc, c'est délicat. Donc, quand on lance un recrutement, nous passons une annonce. En parallèle, on vérifie, puisqu'on a déjà on peut avoir des postes similaires avec des viviers au fil de l'eau, des candidatures spontanées que nous avons reçues. Donc, je dirais tout cela est vraiment classé par métier. Enfin, il y a différents critères. Et effectivement, quand on lance un recrutement, on a tendance également à regarder ce vivier. Et puis ensuite, on qualifie également les candidatures reçues spécifiquement sur cette annonce. Ok. Tout à l'heure, vous parliez de bien nommer le poste. Quand on est sur de la candidature spontanée, on est sur une candidature où on ne va pas nommer de poste. Comment vous allez évaluer en fonction de ce qu'il y a dans le CV, la typologie de postes recherchés enfin, c'est intéressant Eh aussi bien, pour je les jeunes dirais pour savoir comment s'orienter en fait. alors, sur une candidature spontanée, effectivement, on va moins s'attacher à l'intitulé parce qu'effectivement, là, la personne n'aura pas postulé sur un poste précis, mais en fonction du diplôme et du parcours professionnel, on essaye voilà, de dire, bah, lui, c'est plutôt une direction d'exploitation, lui, c'est plutôt commerce et de gérer notre vivier en fonction de spécificités. Mais là, effectivement, on peut difficilement. Donc là, on est obligé, si le CV après est intéressant, pour aller plus loin, on contactera la personne pour Ok. avoir un échange avec elle. Parce que là, sur une candidature spontanée, c'est délicat d'aller plus loin juste comme ça. Voilà. Donc, sur le CV, on a compris les grandes lignes en fait de ce qu'il fallait, comment il fallait élaborer un CV avec une dénomination, quelque chose de synthétique, quelque chose de fluide, quelque chose de cohérent. Une fois qu'on a passé le cap du CV, vous allez ensuite préqualifier, on va dire ça comme Oui. ça, des candidats. Comment ça se passe? Vous les appelez et Alors, quelles sont les choses qui vont faire que aujourd'hui on est obligé de travailler avec on n'a plus le recrutement en face à face. Qu'est-ce qui va à un moment donné vous permettre de détecter des talents chez les personnes que vous avez en face? Les critères un petit peu qui sont alors importants. quand le CV est retenu, le candidat est retenu via son CV, la première étape, c'est une préqualification téléphonique
pour déjà percevoir, en fonction du poste et des attentes, hein, comment va s'exprimer le candidat, quelle est sa motivation. En général, c'est un entretien qui peut durer une demi-heure, déjà pour se rendre compte, lui demander de se présenter, voir s'il sait se présenter de manière synthétique, est-ce qu'il a bien compris le poste, qu'est-ce qui le motive, vérifier aussi des éléments clés du recrutement. Parfois, il y a une notion de mobilité géographique, donc ça, on l'aborde tout de suite pour qu'il n'y ait pas d'effet surprise et qu'on ne perde pas de temps par la suite également, et pour le candidat et pour nous-mêmes, et qu'il y ait des déceptions. Donc, c'est des points voilà, importants, hein. Parfois, il peut y avoir aussi la maîtrise d'une langue étrangère, donc ça, on teste via entretien téléphonique si la personne, quand on demande un anglais obligatoire professionnel, vérifier si la maîtrise de la langue est là. Voilà, c'est vraiment un premier entretien pour vérifier un peu le savoir-être, mais plutôt au téléphone. Donc, c'est assez limité, mais au moins, déjà, on se rend compte d'un certain nombre d'éléments à travers cet échange téléphonique. Et ensuite, si la personne passe, je dirais, cet entretien téléphonique, là, on rentre dans les entretiens Teams. Et après, pour les postes, même si on est dans une période très particulière, il y a toujours un entretien qui se fait de visu hors Teams, parce qu'on ne peut pas, je dirais, recruter uniquement sur un Teams. Même si on perçoit l'image, enfin, c'est pas la même chose, quoi. Il y a le savoir-être. Dans un recrutement, LCV, c'est 50%. Et après, il y a vraiment les valeurs du candidat, son savoir-être. Donc, et ça, on l'appréhende en échangeant également face à face. Qu'est-ce qui fait un bon candidat, Nathalie, aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que un candidat avec, enfin, vous avez son CV, vous avez les mots-clés. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, vous allez percevoir que c'est un bon candidat? On a parlé de savoir-être, mais je pense que c'est peut-être important que vous détaillez les mots importants qui tournent autour du savoir-être. Eh bien, savoir-être, c'est quelqu'un qui va démontrer sa motivation pour rejoindre une entreprise. Souvent, j'ai des candidats qui ont des attentes, voilà, qui posent plein de questions par rapport à eux. Ce qui est important aussi, c'est que l'entreprise perçoive l'intérêt qu'a le candidat de rejoindre un groupe pour y apporter son savoir-faire, pour faire progresser l'entreprise. Une entreprise, elle est là pour satisfaire ses clients, pour avoir des résultats. Donc, un collaborateur, et puis pour que les collaborateurs s'y sentent bien également, mais c'est important, quand on postule dans une entreprise, dans un groupe, de démontrer l'intérêt que l'on a. Donc, à minima, il faut quand même, c'est indispensable que la personne se soit renseignée indépendamment du poste sur le groupe et ait une idée du métier, ne débarque pas. Voilà, il y en a qui ont des très bons CV et après, quand on échange avec eux, c'est creux, c'est vide. Donc, la motivation est un élément clé. Ensuite, ça dépend des postes, mais il faut qu'on sente un investissement, un engagement. Après, je dirais, notre groupe a plusieurs valeurs. On recherche aussi des candidats qui soient en adéquation avec ces valeurs. Donc, l'innovation, la solidarité, l'engagement, je vous l'ai dit, le service client. Donc, voilà, tous ces éléments, on essaye, je dirais, de les percevoir et de les faire ressortir en posant un certain nombre de questions. Et la pugnacité aussi est importante. On est dans un métier logistique-transport qui est, je dirais, un métier assez cadencé, avec de l'aléa. Donc, voilà, je veux dire, il faut aussi que les candidats aient en tête ces rythmes, ces organisations qui impliquent voilà, un certain investissement, une valeur travail. Voilà, donc après, un bon candidat, c'est difficile de dire ça de détailler ça de manière très générale. Voilà, c'est quelqu'un qui va montrer sa motivation et qui va nous convaincre.
voilà, à travers son discours. Il faut qu'il soit cohérent, adapté aux attentes de l'employeur et qu'il soit aussi assez pragmatique, qu'il démontre par ses expériences qu'il sait faire un certain nombre de choses qui rentrent dans le cadre du poste. Voilà. Donc Je ne sais déjà, pas si c'est suffisamment clair, mais c'est… je pense qu'il y a, a priori, ça, c'est en tout cas clair pour moi. Mais, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Parce que effectivement, si on comprend bien, c'est qu'un bon CV, pour faire un bon CV, il faut déjà y mettre de l'envie. C'est ce que, enfin, y mettre Oui, déjà de l'envie, parce que ce que vous expliquez, c'est que à travers le CV, ce que vous voyez, c'est déjà ces particularités-là. Et ensuite, à l'entretien, il va falloir démontrer que on a envie du poste, c'est ça. Qu'on veut prendre ce poste et qu'on veut rejoindre le groupe quel qu'il soit. Ok, écoutez, merci beaucoup Nathalie pour ces précisions. Je ne sais pas si on a des questions sur le sujet. Moi, j'en avais plus. Non, pour Si, l'instant, on n'a pas de questions. Après, je pensais au fait d'adapter son CV en fonction de l'offre d'emploi. Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Enfin, bon, j'imagine, mais vous allez nous en dire un peu plus long. Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on reçoit des CV qui ne sont pas adaptés, les gens le ressentent tout de suite et on se dit, bon, ben, ça donne tout de suite l'image d'un candidat qui envoie ses CV type à plein d'entreprises sans forcément tenir compte de l'offre par elle-même. Donc, c'est pas terrible. On le voit, je veux dire, quand on est recruteur, on a l'habitude, ça se voit assez rapidement, ça se ressent. Donc, c'est voilà, c'est pas toujours. Enfin, en général, alors sur des postes de personnes expérimentées, ça passe pas, effectivement. Sur quelqu'un de plus jeune, bon, c'est un peu plus difficile, donc on est plus tolérant et c'est pas quelque chose qui va forcément tout de suite se dire, bah non, on le prend pas parce que. Mais c'est vrai que sur des postes où on demande de l'expérience, où les personnes ont déjà un parcours professionnel, c'est pas terrible et c'est quelque chose qui est bloquant, effectivement. Donc, du coup, il peut y avoir en fait, on peut publier sur les réseaux sociaux, entre LinkedIn, un CV qu'on aura déposé dans votre CV Tech sur votre site, voire sur d'autres, sur des sites de cabinets de recrutement. En fait, on peut déposer plusieurs types de CV. Bon, sous réserve, bien évidemment, qu'il y ait une cohérence dans les dates. Donc, il faut jouer sur quoi? Sur la présentation, sur… Je vous donne un exemple concret. Si je recherche un directeur achat et technique, quelqu'un qui me répond avec un CV responsable maintenance, ça n'ira pas, vous voyez. Je vous donne un modèle type parce que c'est ce que j'ai en ce moment, par exemple. Donc, après, en candidature spontanée, encore une fois, c'est différent, puisque là, en général, quand on candidate spontanément, on met tout le temps un intitulé du poste qu'on espérait avoir ou occuper, j'imagine. Maintenant, sur une annonce précise où on candidate, effectivement, il faut l'adapter. mais quand on dépose nos CV sur LinkedIn, par exemple, ça va être des CV lambda. Alors après, Non, déposer des CV sur LinkedIn, moi, j'en ai pas tant que ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai une annonce, souvent les candidats joignent leur CV. Sur LinkedIn, il y a le parcours qui est en général, c'est plutôt light. Donc, en général, on demande toujours aux candidats de nous transmettre un CV. Il le fait tout le temps. J'ai pas de problème particulier. Voilà. Donc, effectivement, quand on a une réponse via le réseau LinkedIn, on regarde déjà précisément son parcours professionnel et après, le CV, on le regardera après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Et quelqu'un qui postule sur l'annonce via LinkedIn, en général, c'est rare quand même qu'on ait de gros décalages sur les intitulés de poste. en général, il faut rester cohérent. Oui, Agnès, pardon, je t'ai coupé.
Et quand on est jeune diplômé et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, donc là, on envoie son CV chez Géodis. On a été serveur dans un bar. Après, on a été caissière. Après, et là, on a des expériences qui sont liées à nos stages. Comment vous accrochez, comment accrocher l'attention d'une responsable ressources humaines en adressant une motivation en plus du CV. Alors, ça peut être soit en intitulé de CV, de dire expressément l'objectif que l'on a, quel poste on souhaiterait en entrant chez Géodis ou dans un autre groupe qu'on aimerait occuper. En candidature spontanée, ou ça peut être aussi la lettre de motivation qui va avec le CV, quoi, pour expliquer ce que l'on souhaite. D'accord, parce qu'effectivement, là, on a été très focalisé sur le CV, parce que dans les candidatures sur les réseaux sociaux, si on est sur LinkedIn ou très souvent, on n'a pas l'opportunité de rajouter une lettre de motivation. Comment on la positionne, comment on l'introduit, cette lettre de motivation, quand on doit communiquer sur les réseaux sociaux? Quelqu'un qui est motivé va sur notre site aussi d'emploi. Vous voyez, quelqu'un qui va absolument rentrer chez Géodis, il envoie un petit message peut-être à la responsable ressources humaines, j'en ai moi de temps en temps, ok, déjà pour se démarquer, mais ensuite il est important qu'il postule, soit en candidature volontaire, soit spontanée, soit s'il a vu une offre sur notre site. Ça, c'est le passage obligé. D'accord. Donc, sur les deux, en fait, tu peux faire candidater via des annonces LinkedIn et en plus, en parallèle, sur votre site. Oui, tout à fait. Bien. Ok, merci Nathalie pour ces précisions. Moi, je propose aux invités de prendre la parole, soit au travers du chat, puisque j'ai accès au chat, en posant vos questions sur le chat. Vous pouvez également, je ne sais pas s'il y a des responsables ressources humaines ou des DRH qui peuvent également apporter des éléments éventuellement complémentaires si le juge nécessaire. Et après, vous pouvez également poser toutes vos questions à Nathalie, vos différentes problématiques. Donc, allez-y, vous avez la parole. Donc, soit en levant la main sur votre écran, il y a la possibilité de lever la main, et à ce moment-là, on vous la donnera, soit au travers du chat. Donc, n'hésitez pas. J'imagine qu'il y a de nombreux jeunes qui sont connectés et qui doivent avoir plein de questions à poser ou qui rencontrent des difficultés, qui ne comprennent pas pourquoi, alors qu'ils ont fait tout, un beau CV avec des jolies couleurs, avec toutes leurs compétences, pourquoi est-ce qu'ils sont pas contactés, voilà. Donc allez-y, la parole est à vous. Non, personne ne prend la parole. Nathalie était très claire et les questions préparées étaient. Il y a une main qui se lève, je vois. Alors, il y a une main qui s'est levée mais qui s'est rebaissée. Non, mais je ne sais pas si tu as toujours la levée. Mais je voulais juste vous mentionner qu'en fait, on ne peut pas accéder au chat. Donc, c'est pour ça que je lève la main. Ah, d'accord. Je sais Parce que en fait, moi, je ne peux pas. Donc, je ne sais pas si les autres candidats peuvent. Mais quand on clique sur le chat, la zone est grise et est écrit « La conversation dans les réunions de Canal est uniquement accessible aux membres de l'équipe ». Voilà. Donc, peut-être c'est pour ça que les gens ne peuvent pas écrire. Oui, et alors, effectivement. Donc, il va falloir que les gens prennent la parole, alors, levez la main. Et moi, j'avais une question. En fait, dans quelle mesure, si par exemple une personne veut changer d'orientation au cours de sa carrière, quel est le pourcentage ou bien comment une personne peut changer d'orientation? Par exemple, si elle travaille dans les ressources humaines et puis après elle veut travailler dans la communication ou plutôt dans le secrétariat, parce qu'une fois qu'on a… Et après aussi dans le secteur d'activité, parce que généralement quand on est dans la logistique, eh bien on est cataloguer logistique et quelquefois quand on a envie de sortir de logistique, c'est très difficile. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire ou quelle est l'ouverture des entreprises à justement modifier
son parcours et comment faire, parce que quand on a une étiquette, c'est très Oui, difficile. je vous confirme que c'est très franco-français. C'est vrai que ça rassure les managers quand on recrute d'avoir des personnes qui connaissent le métier, qui aient déjà une expérience dans un poste similaire. Je vous rejoins. Donc, c'est vrai qu'en ressources humaines, on essaye d'ouvrir et justement de pas forcément rester uniquement sur des CV. Après, ça dépend encore de la typologie de poste, de réponse générale sur des questions comme celle-ci. Après, ce que je conseille, c'est effectivement, si la personne veut changer d'orientation, déjà, c'est de se former parce que l'entreprise acceptera rarement de former de A à Z la personne qui change d'orientation. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait je sais pas, de la communication pendant 15 ans et qui veut intégrer des ressources humaines sans une formation de base. Alors, c'est assez proche dans les ressources humaines, il y a l'aspect communication, mais il y a quand même beaucoup d'autres domaines très techniques maintenant avec des spécialisations. Donc, effectivement, c'est peut-être faire un bilan de compétences et après voir quel type de formation serait adapté pour déjà prouver, si après vous vous orientez sur une recherche d'emploi dans un autre secteur, prouver aux futurs employeurs que vous avez déjà fait votre démarche, vous, d'avoir ce type de formation. Mais en tous les cas, c'est vrai que je vous confirme, actuellement, les entreprises, surtout, ont envie souvent, souhaitent souvent de recruter des candidats. Alors, il y a toute la phase d'intégration qui est indépendante de cela, mais qui soit, en gros, entre guillemets, prête à l'emploi. Vous voyez ? Donc, hormis après des parcours pépinières où on va former les personnes en interne et que l'on prend jeune, mais quelqu'un qui est en milieu de parcours professionnel, qui change d'orientation, effectivement, c'est difficile, on le constate, de convaincre après des managers qui recherchent tel type de profil, de prendre des personnes, je veux dire, l'entreprise a surtout si vous avez pléthore de candidats. Voilà, c'est assez cruel, mais si vous avez plusieurs candidats et que les personnes, il y en a qui sont en plein dans la cible, la personne qui va vouloir changer, effectivement, elle va arriver en fin de sélection, vous voyez. Donc, c'est jouable dans un grand groupe où il peut y avoir des opportunités internes, où là, effectivement, il peut y avoir des mobilités internes avec des formations. Mais quand on souhaite vraiment changer de tout au tout, dans le contexte actuel, je ne veux pas être pessimiste, mais je ne vois pas trop, à part refaire une formation et montrer votre pugnacité, je n'ai pas la solution miracle. Je ne sais pas si ça vous convient ou si c'était plus précis, votre question, mais mais de manière générale, voilà ma réponse. Vous confirmez la tendance. Enfin, moi, je trouve ça triste parce que je pense que des secteurs d'activité autres, justement, peuvent ouvrir une certaine ouverture d'esprit et puis aussi apporter d'autres compétences, puisque d'autres skills, comme on dit. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, après, je comprends, les gens veulent être rassurés. Mais par exemple, moi, j'ai des amis qui sont pilotes d'avion. Bon, évidemment, dans le secteur aérien, c'est très difficile. Après, pour rentrer dans le milieu industriel, par exemple, comme ils n'ont pas de CV typique, quelquefois même dans les algorithmes, ils ne passent pas l'algorithme, ils font les choix. Et donc, voilà. Voilà, c'était juste une remarque. Et, parce que je pense aussi que la configuration des algorithmes est très importante. Quelquefois, pour passer à travers des postes, parce que si on ne répond pas et si on ne matche pas, on peut passer à travers les mailles du filet. Même pour les entreprises, quelquefois, ils peuvent passer à côté des talents. Et c'est comme ça. Après, c'est une réalité. Mais je vous remercie, vous avez répondu à ma question. Merci, madame. Alors là, je donne la parole à Laurence. Je ne sais pas si... Je crois que c'est Laurence qui venait de parler. Non, c'est Mélanie qui parle. J'ai déjà parlé. D'accord. Donc, je suis vraiment désolée. J'essaie de me battre avec Teams pour essayer de remettre en place le chat, mais je n'y parviens pas. Donc, n'hésitez vraiment pas à lever la main et à parler de vive voix. Je sais que ça peut gêner certains, mais
Mais franchement, ça sera. Alors, Dominique Bastien, vous avez la parole. Merci. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Je ne sais pas si son micro est ouvert en fait. Si le micro est ouvert. Il y a un problème de son. Dominique Bastien. Alors sinon, il y a David et Marc Ramirez. En attendant, mais alors là, vous êtes en silencieux. En mute. Il faut ouvrir le micro. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai regardé ce petit webinaire pour deux raisons. Donc, je suis professeur en conduite routière dans un lycée professionnel. Donc, je forme des futurs conducteurs routiers ou alors exploitants pour poursuivre en BTS. Et donc voilà, je trouvais intéressant pour les aiguiller un petit peu pour le recrutement. Mais ma question serait plus aujourd'hui aussi pour... j'ai un fils aussi qui est en terminale, mais en terminale générale. Donc avec option économie et maths. Et il veut poursuivre en BTS en alternance sur un BTS GTLA. Est-ce que ça peut être un frein sur une entreprise qui n'ait pas fait forcément de transport avant et parce que c'est quand même pas une reconversion de carrière de postuler en alternance dans une entreprise de transport? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à accentuer sur les demandes sur la lettre de motivation? Alors, écoutez, les alternants, c'est vrai que nous, on en recrute chaque année, des bacs +2, +3, sur nos... ça dépend quel est l'objectif de votre fils, si c'est d'intégrer un service exploitation transport. Si c'est ça, c'est plutôt la bonne voie. On ne recherche pas, voilà, ce qui est important, c'est, comme je l'ai dit, dans nos métiers du transport et de la logistique, il faut avoir un savoir-être. Il y a le BTS, il y a les matières enseignées, et après, je dirais, soit ça match, en effet, pour, entre guillemets, faire du transport, soit on ne l'est pas assez. Je veux dire, il y a un état d'esprit, il y a des fonctionnements à avoir. Il y a un exploitant, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de mémoire, qui doit manager des conducteurs, qui doit savoir bien communiquer. Donc, il faut choisir des BTS voilà, qui soient très opérationnels, orientés également gestion, parce que les postes d'exploitant, ce sont des postes multi-compétences maintenant. Il faut aussi, c'est indispensable qu'un exploitant comprenne la notion de coût, de marge économique. Donc, oui, après, sur les alternants, nos choix se font comment? Effectivement, la motivation là sur des jeunes, c'est quelque chose, comme les moins jeunes, qui est fondamental. Donc la différence, elle se fait, voilà, après, c'est des personnes que l'on va voir, donc là, le savoir-être est très important, voir si la personne va être capable de s'adapter à notre environnement. Après, il faut qu'elle ait son diplôme, effectivement, on attache aussi de l'importance parce qu'un niveau de diplôme, ça vous donne un niveau, mine de rien, de réflexion. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autodidacte, il y en a chez nous, je n'ai pas de problème avec ça, mais on s'aperçoit quand même que plus vous avez un niveau de diplôme, plus vous montez vite, vous pouvez évoluer plus vite dans une entreprise. Voilà. Donc après qu'il choisisse son BTS, voilà, il faut qu'il se renseigne bien sur le métier d'exploitant et ce qu'il veut faire exactement. Voilà, mais oui, le BTS est adapté, on en recrute en alternance chaque année sur nos différentes sociétés. Donc pour les postes d'exploitants, d'affréteurs également, puisque ça c'est très difficile. Les affréteurs sont des populations, il n'y a pas vraiment trop d'écoles qui forment à l'affrètement, donc on aime bien avoir les personnes en alternance, puisqu'après quand ils sont en alternance, ils acquièrent aussi, il y a des formations internes sur nos outils, sur l'environnement, donc c'est des personnes qu'on va faire grandir. Donc voilà. Tout à fait, ouais, c'est parfait. Non, ça conforte un peu ce que je pensais. Il est déjà pris à l'école, donc c'est l'ISTELI. Oui, sans surprise.
Moi, j'ai travaillé pour eux avant de devenir professeur, hein, donc je connais un peu la branche. Par contre, j'ai pas forcément le retour au niveau de l'embauche en ressources humaines pour savoir justement quelle préférence sur un bac transport, par exemple, comme je vais former moi, ou un bac général. Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est pas un frein? Parce que je sais que même quand On je vais préfère le BTS. ouais, On va préférer le BTS parce qu'il y aura quand même des matières spécifiques au transport, à la logistique. Et ça, c'est quand même bien que les personnes qui nous rejoignent aient certaines bases théoriques. Parfois, il y a un peu de... C'est pas toujours évident de mise en pratique, mais en attendant, ils ont ces fondamentaux. Donc, c'est mieux. d'accord. Non, mais de toute façon, il veut faire un BTS, ça c'est sûr, hein. Mais c'est surtout pour trouver l'alternance, quoi. Voilà. Non, non, mais je pense que ok, ça correspond tout à fait à mon idée du départ que dans le transport, que ce soit dans un camion ou dans un bureau, quand je discute avec les entreprises, la plupart, le premier point, c'est le savoir-être. Le reste, il y a toujours moyen de se former en entreprise, il n'y a pas de problème. Si on a de la volonté, etc., et puis qu'on a envie de faire, si on a les points principaux, qu'on peut travailler ensemble, qu'on a de l'écoute, et puis Sur des postes comme les postes d'exploitants, ça m'est arrivé sur certaines de mes agences françaises auparavant de recruter des personnes qui étaient en reconversion, qui travaillaient avant dans la restauration, pour vous donner des exemples, qui sont rentrés en BTS et qui ont donné vraiment pleinement satisfaction. Donc voilà, c'est avant tout la pugnacité, l'envie. Bon, après, il faut être aussi, entre guillemets, câblé pour faire du transport, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, avoir une bonne mémoire, avoir des notions géographiques, être solutionneur, être résistant au stress, entre guillemets, puisque c'est, comme je vous l'ai dit, les postes d'exploitant, c'est multitâche. Donc voilà, mais il y a ce côté challenge, donc il faut aimer l'aléa, il faut pas avoir peur du changement et du challenge pour entrer dans nos métiers. Voilà. être Et réactif. côté humain et quand même pilotage de conducteurs, c'est mine de rien, un poste d'exploitant, le premier échelon de management d'une entreprise. C'est ce qui fait aussi que les relations vont être bonnes avec le conducteur ou pas. C'est important. Le conducteur, c'est le premier maillon, hein. Moi, j'ai plutôt insisté, puisque je m'occupe plutôt du recrutement d'exploitants. J'ai fait auparavant dans mon parcours professionnel des recrutements de conducteurs. Effectivement, ce sont les premiers représentants de notre entreprise et le premier maillon très important. Nous avons beaucoup de parcs propres chez Geodis et beaucoup de conducteurs et c'est vraiment on est attaché, d'autant plus que c'est très compliqué maintenant de trouver les profils de conducteurs qui répondent Est-ce que vous nous avez à toutes nos sollicité, attentes. C'est un métier compliqué également. est-ce que vous nous avez sollicité dans les lycées? Parce que nous, Pardon. est-ce que vous nous avez sollicité dans les lycées? Oui, on a activé plein de pistes. Franchement, oui. Beaucoup de pistes et on a monté aussi des relations de partenariat avec certains organismes pour former des personnes de A à Z. Après, souvent, le conducteur, les personnes qui veulent faire ce métier se rendent pas vraiment compte au démarrage et c'est en étant après dans l'entreprise qu'ils se rendent compte des contraintes du métier. Donc, c'est très difficile, je trouve, de trouver des personnes. Il y en a, hein, mais c'est de plus en plus compliqué sur ces postes de conducteurs. C'est ça. Et trouver les fidélisés. On va donner la parole aux autres personnes qui lèvent la main et qui doivent avoir mal au bras à force. Donc, il y a, donc là, vous étiez Monsieur Ramirez. Donc, il y a aussi Jean Damien qui est en muet, en mute. Et qui désormais n'est plus muet. Bon. Bonsoir à tous, merci pour la présentation qui ont été faites. Moi, je voudrais évoquer plusieurs points. Donc, sur le CV, c'est très clair et merci Nathalie pour la présentation. Je voudrais revenir sur deux sujets qui sont
parce qu'en fait, on déroule un peu les sujets et puis on les quitte au fur et à mesure. C'est très difficile de changer de métier et de changer d'entreprise en même temps. Donc, c'est quand même, c'est pas que français ça, hein, ça c'est général. C'est-à-dire que donc il est souhaitable tant que faire se peut d'essayer d'évoluer dans ses fonctions dans l'entreprise et ensuite éventuellement de changer d'entreprise. Mais faire les deux en même temps, c'est non seulement difficile, mais en plus c'est très casse-gueule. Pardonnez-moi l'expression, mais j'allais vous dire, voilà. Oui, alors pas forcément jusqu'à ce point-là, mais bon, alors. Ça se combine avec quelque chose qu'a évoqué Nathalie tout à l'heure. Pour les plus matures, hein, pas les débutants, la reconversion est une vraie difficulté en France. On voit bien que, d'ailleurs, tous ceux qui sont du monde de la formation autour de ce webinaire ont du mal à placer des professionnels qui viennent d'autres secteurs qui sont en reconversion. Il y a une frilosité des entreprises françaises à prendre des gens qui se reconvertissent. Pourtant, on est comme dans le recrutement. Si les gens ont la motivation, si les gens ont les soft skills, si les gens viennent de secteurs un petit peu similaires, ont vraiment l'envie, je reviens sur la motivation, ça doit permettre d'y aller et il y a des vraies réussites. En tant qu'ancien directeur de l'école supérieure des transports, j'ai un élève qui s'est reconverti il y a 6 ans, qui a fait un BTS transport, qui a fait le diplôme de manager de l'EST, qui est en train de finir la préparation par Internet de la formation en supply chain du MIT. Hein. Donc, vous voyez, ça va très loin quand même. Hein. En anglais, niveau TOEIC, presque 900. 600 heures de cours en anglais. Bon, je pense que là, si on n'arrive pas à le caser, il y a vraiment un problème d'attitude par rapport à ces gens qui se reconvertissent, qui sont tout à fait spéciaux. Hein, parce que se reconvertir, ce n'est pas habituel dans la mentalité française. Je ferme la parenthèse sur cette dimension, changer de métier et se reconvertir. Pour répondre aux derniers intervenants, on est dans une situation de pénurie de compétences. Donc, la demande sur les chauffeurs, mais aussi sur les techniciens, c'est entre 20 000 et 50 000 emplois en transport, logistique, supply chain par an. On parlait de 540 000 emplois il y a un peu moins de 10 ans. C'était les chiffres de Pôle emploi. Le ralentissement, l'effet choc de 2008, hein, la reprise lente, l'effet Covid ont ralenti tout ça. On est toujours dans le besoin sur les chauffeurs, sur les techniciens. Il faut bien se former, il faut bien choisir sa formation. On peut évoluer dans nos métiers, ça tout le monde le sait. Notre vice-présidente Isabelle saura le dire, on peut vraiment progresser de chauffeur, technicien à responsable d'exploitation, à responsable d'exploitation et autres. Mais vraiment, c'est une conviction que je partage avec vous ce soir, c'est qu'il y a vraiment des potentiels et la pénurie n'est pas prête de s'éteindre. Hein. On a entre 20 et 50 000 emplois. Pour les chauffeurs, le tremplin lancé par la Fédération nationale de transporteurs routiers TLF, il y a plus de 2 ans maintenant, n'a pas du tout rempli ses objectifs. On a besoin de chauffeurs. Moi, j'ai un fils qui est en train de se reconvertir de cuisinier à grutier sur porteur. Il est à la fois chauffeur routier et à la fois avec une spécialisation technique. Donc, on a plein de potentiel. Donc, c'est vraiment intéressant. Si vous êtes intéressé, si vous êtes engagé dans les métiers du transport et de la logistique, c'est une conviction personnelle. Vous êtes vraiment dedans. Et nous, on est là d'ailleurs pour vous aider au sein de l'AETL à valoriser tout ça. Hein. Alors, je ne veux pas aller à l'extrême, et j'arrêterai là, moi, sur 2 points. C'est presque le candidat qui a le choix de l'entreprise. Alors, il faut que le candidat ait l'intelligence de la présentation qu'évoquait Nathalie dans le début de son intervention, sache vraiment où il veut aller et ce qu'il a à offrir. Hein. Mais globalement, on doit pouvoir, quand on est candidat aujourd'hui, regarder. Hein, sur certains métiers, on a franchement le choix et les candidats ne vont pas être embarrassés. Au-delà de ça, les soft skills, c'est très important, mais c'est pour les cadres. C'est à partir du niveau master. Sur le reste, pour être embauché sur des métiers d'opérateurs, de techniciens,
des métiers d'opération et de supervision. On est au niveau bachelor, on aura quand même une préférence, et ça c'est une orientation pour les jeunes qui sont en cours de formation, vers des formations professionnelles, parce que ce sera pratico-pratique et on répondra aux besoins des entreprises qui finalement se disent j'aimerais bien quelqu'un qui soit opérationnel tout de suite. Alors quand on est alternant, c'est pas évident, on est opérationnel demain, mais bon, une combinaison des deux après la première formation initiale, ça peut être pas mal. Donc voilà, j'ai été un peu long, mais bon, ceux qui me connaissent le savent, c'est mon habitude. Mais je pense que c'est intéressant de partager tout ça. Il y a Jean-Baptiste qui voudrait, merci Jean en tout cas, il y a Jean-Baptiste qui voudrait parler. Et Muriel aussi. Et voilà, alors on peut peut-être donner la parole à Jean-Baptiste, ou l'une ou l'autre. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Parfaitement. Oui, alors je fais le relais avec une personne qui vous entend très bien, mais qui ne peut pas communiquer. Alors sa question était la suivante. Quel conseil Nathalie pourrait lui donner afin de préparer un entretien pour pour un poste à N+1 dans une même entreprise? En fait, il va avoir une promotion. Voilà, exactement, de poste. Et il voudrait avoir quelques conseils pour préparer son entretien. Alors, ça dépend du contexte, c'est-à-dire que c'est une personne qui a postulé en interne sur un poste qui l'intéresse, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Alors actuellement, il est pilote et il a postulé en interne pour devenir superviseur. Et du coup, sa candidature a été retenue. Il va avoir un entretien et il voulait s'y préparer. Eh bien, pour bien préparer un entretien, déjà, il faut bien comprendre le poste, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur lequel on postule. Donc, il faut se préparer en pouvant démontrer, et là, il faut qu'il nous démontre sa capacité d'adaptation à son employeur, qu'il soit convaincant sur le pourquoi le pourquoi de sa démarche sur ce nouveau poste, qui sera nouveau pour lui, et là où il pense avoir des atouts. Et également, il faut qu'il soit aussi capable d'identifier les points les plus faibles, parce que c'est important qu'il en ait conscience, parce que si il pense, je veux dire, comme c'est un nouveau poste, il a forcément des choses où il va être plutôt en adéquation et d'autres où il va l'être moins. Et c'est important qu'il identifie avec son employeur les axes de progression et peut-être les formations, sans doute, d'accompagnement à prévoir. Après, je connais, c'est difficile, encore une fois, de vous répondre dans un contexte où c'est assez général. Donc, il faut qu'il soit capable, dans un premier temps, comme je l'ai dit, de montrer sa motivation, mais aussi d'identifier les points forts qu'il va apporter par rapport à son expérience passée, mais également qu'il montre qu'il ait conscience, sans non plus insister trop sur ce fait-là, mais d'être accompagné sur certains sujets, j'imagine, hein, parce que si c'est un nouveau poste, il peut ne pas être en maîtrise totale, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, non, mais je suis entièrement d'accord et il vous entend. Pour l'instant, il m'a pas répondu, donc tout est clair pour lui. D'accord. Je peux difficilement aller plus loin dans le niveau de détail parce que voilà, c'est délicat, mais. Non, mais très bien, je vous remercie. Alors, on va laisser la parole à Muriel Gauthier. Vous êtes en. Voilà. Oui, merci. Je pense que c'est bon là. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir. Non, moi, je souhaitais intervenir surtout pour la question qu'a posée M. Ramirez. Je suis aussi enseignante et je suis donc enseignante en logistique et transport en lycée, mais j'interviens également auprès des BTS alternants GTLA et concernant effectivement l'accès au BTS. Venir d'un bac général n'est pas un frein. Voilà, je voulais juste lui apporter cette dimension-là. Le nouveau BTS GTLA, donc gestion des transports et de la logistique associée, il a une très grande, il fait une grande part désormais à la gestion des coûts, des marges et de la performance, y compris économique et managériale. Donc, les gens qui arrivent d'une filière générale ont souvent
plus de facilité sur ces domaines-là. Même si ceux qui arrivent d'un bac professionnel transport ont les compétences, on va dire, transport, dans lesquelles ils vont, sur les études de cas transport, ils vont être certainement plus à l'aise, mais ils le seront beaucoup moins sur la partie gestion des coûts, gestion de projet, qui demande quand même d'avoir un bon niveau en enseignement général. Donc, il y a la place, j'ai envie de dire, pour les uns comme pour les autres. Voilà, je souhaitais apporter cette précision à M. Ramirez qui a été intervenu tout à l'heure pour cette question-là. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole en levant la main comme là, je ne vois pas d'autres mains levées, mais n'hésitez pas à poser vos questions ou effectivement, vous avez une expérience personnelle où vous souhaiteriez avoir les clés. Donc, la parole est à vous, n'hésitez pas. Je suis désolée que le chat ne marche pas. Je n'ai pas trouvé la solution. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui. C'est Dominique Bastien. C'est très compliqué de vous parler. Maintenant, ça fonctionne a priori. Bon, j'ai tenté de lever la main aussi. A priori, ça ne marche pas. Décidément, j'ai des soucis. Si, on voit que vous avez la main levée. C'est bon. D'accord. Alors, moi, dans la continuité de ce qui s'est dit tout à l'heure par rapport au changement de carrière professionnelle, si je prends mon cas, j'ai fait à peu près 5 années en tant que responsable d'entrepôt. Ensuite, j'ai orienté ma carrière dans le ferroviaire. J'ai fait 15 années dans le ferroviaire ou jusqu'à la direction d'exploitation d'une petite entreprise ferroviaire. Maintenant, pour des raisons personnelles, je veux revenir dans la logistique, mon métier premier. Et pour ce faire, là, je viens de faire, ça me conforte quelque part, une formation. Je suis en train de terminer un bachelor. Mais je postule à des annonces et quand on dit qu'il faut que nos différents postes soient concordants par rapport à l'annonce, comment on fait dans ce cas-là? Je dirais que dans ce cas-là, il faut vraiment expliquer le pourquoi du comment. Et là, le CV, alors, si votre formation ressort effectivement quand on est recruteur et qu'on voit que quelqu'un a eu tout un parcours et que là, il y a une nouvelle formation qui s'enchaîne, c'est qu'en général, la personne change d'orientation. Enfin, ça fait tilt quand même. Donc, dans ces cas-là, c'est soit vous avez un message plus accrocheur, vous pouvez avoir une lettre de motivation et essayer de contacter l'entreprise pour être un peu plus pugnace. Je ne vous cache pas que c'est plus compliqué comme démarche, effectivement. Surtout avoir des contacts aussi pour pouvoir contacter les entreprises. Souvent, vous postulez via des réseaux ou des cabinets et vous ne pouvez pas les appeler, quoi. C'est vraiment pas facile, quoi. Est-ce qu'on a toujours la main ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Moi, je vais essayer de répondre à Dominique. Moi, je mettrai en exergue en fait une accroche globale qui est un certain nombre d'années d'expérience dans le management, transport et logistique, avec une recherche sur la dimension logistique. Et le nombre d'années d'expérience, en fait, je la déclinerai dans l'entête du CV avec une liste de compétences, parce qu'il y a beaucoup de compétences transverses qui sont des compétences managériales, qui sont des compétences de gestion, et qu'on soit dans le routier, dans le ferroviaire, dans le fluvial ou autre, le fait de montrer que ce tronc commun est déjà maîtrisé, en fait, finalement, alors c'est pas très franchouillard, comme l'a un peu sous-entendu Nathalie au début, mais en fait, on est capable de dire, je connais quand même l'environnement transport et logistique, je maîtrise quand même les notions de service client, je maîtrise la gestion économique et financière d'un centre de profit, je maîtrise le management des équipes et le droit social. Ça doit quand même aider, même si ça ne sera pas forcément évident. Mais là, c'est peut-être un autre registre, on dit après 45 ans, on est quand même parmi les anciens. Voilà, non, mais de toute façon, je pense que le problème, il est plus là. Alors,
aussi penser, Dominique, mais alors là, ce n'est pas la reconversion, parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps, c'est mon propos de tout à l'heure. Il y a quand même d'énormes opportunités en management de transition. Ouais. Hein, donc ça, c'est pas pour les plus jeunes, hein, mais véritablement des entreprises qui ont besoin de s'améliorer, qui déménagent leurs entrepôts, qui sont en train de fusionner avec d'autres. Tout ça, il y a des vrais besoins. Des missions de transition, oui. Après, ça dépend des niveaux de poste que vous recherchez, c'est toujours aussi… Non, mais je répondais à Dominique, là, on est dans une dimension de cadre opérationnel et de manager, donc là ça correspond. Voilà. Je ferme mon micro. Merci. Merci, Dominique. Merci. Bon courage, Dominique. Oui. On vous souhaite bonne chance. Merci à vous. Merci. Merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? Vous pouvez prendre la parole quand vous voulez. Est-ce qu'il y a de jeunes étudiants ou qui souhaiteraient poser des questions à Nathalie? C'est l'occasion. Hein. Alors, il y a Amadou. Amadou, vous avez la parole. Oui, bonsoir. 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 En fait, moi, j'ai une question parce que là, je suis étudiant en master supply chain et achat. Et en même temps, avant d'intégrer l'école, je travaille dans une boîte. Et ça fait depuis 3 ans. Et c'est ce travail-là, embauche en temps partiel, qui m'a empêché de faire des stages. Donc aujourd'hui, là, je vais avoir mon diplôme après la rédaction de mon mémoire. Et du coup, chaque instant, je dépose pour des alternances et tout, mais à chaque fois, il y a des retours négatifs en fait. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de faire des stages. J'ai demandé aussi des stages et c'est toujours négatif. Donc, je voulais avoir des conseils sur ça. Déjà, mon conseil, c'est d'aiguiller un master supply chain et achat. C'est déjà pour que l'entreprise vous accueille, je dirais, en stage, il faut aussi, encore une fois, qu'elle y voit son intérêt. Donc, qu'elle sache, vous, si elle vous prend en stage, vers quoi vous voulez aller, vers quel poste vous souhaiteriez, je dirais, postuler, arriver. Est-ce que vous avez un projet? Parce que c'est vrai que les entreprises sont toujours prêtes à prendre des alternants, des stagiaires, mais il faut un stagiaire. C'est important aussi. Nous, on a lancé un programme spécial stagiaire, mais l'objectif, c'est de former, de prendre des gens qui sont en master, qui restent X mois dans l'entreprise, mais qui puissent ensuite y rester, parce que pendant ces mois, ils sont formés à nos outils souvent, ils créent des liens avec les autres personnes, si ça se passe bien. Donc, il faut aussi qu'elles puissent, si vous voulez, il ne faut pas que ça soit vécu comme la personne qui cherche à tout prix un stage pour valider son diplôme et pas plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça soit à double, faut que ça soit un peu gagnant-gagnant, quoi. Oui, effectivement, j'ai compris. D'ailleurs, même là où je travaille, donc on m'a fait ces mêmes remarques. Mais honnêtement, si pour faire un stage, c'est pour gagner plus d'expérience dans ce domaine et aussi s'il y a possibilité, évidemment, de progresser dans la même entreprise, c'est aussi bénéfique parce que déjà, on est familiarisé avec cette même entreprise. Voilà, nous, c'est quand on accueille des stagiaires, on a toujours en ligne de mire l'après. L'après, si ça se passe bien, l'objectif. Après, voilà, donc avant même le stage, c'est de savoir ce que la personne veut précisément faire, pourquoi elle a envie de le faire, pour voir si son projet aussi tient un peu la route, entre guillemets, et puisse correspondre aux besoins de l'entreprise. Hein. N'oublions pas que, voilà, il y a à l'origine, il y a un besoin de l'entreprise. Donc, il y a cette notion, je dirais,
économique qui est présente. Et puis le stage, il faut aussi qu'il y ait des personnes qui puissent encadrer le stagiaire, lui apporter des choses, parce que c'est pour prendre un stagiaire et voilà, qu'il n'y ait pas d'échange. Donc, c'est pour ça que l'entreprise s'investira plus si elle arrive à comprendre votre démarche. Si elle entend juste un message, je dirais, d'urgence ou effectivement, à cause de votre travail, vous aviez, alors ce qui est tout à votre honneur, mais vous n'avez pas pu réaliser vos stages et que vous cherchez à tout prix l'entreprise et que c'est véhiculé, ce message est véhiculé comme ça, l'entreprise, elle va se dire, bon, ce jeune voit son intérêt perso uniquement, voilà, qu'est-ce qu'on va construire avec lui, vous voyez? Il faut orienter votre discours. Enfin, je ne sais pas comment vous avez jusqu'à présent procédé, mais c'est le conseil que je vous donne. D'accord. Donc, il est primordial d'accompagner une lettre de motivation avec le CV afin d'expliquer son projet professionnel, quoi. Là, ça me semble indispensable. Alors, projet professionnel, c'est un grand mot, mais déjà, la première phase, le premier poste que vous aimeriez, ce que vous aimeriez faire pour que ça soit, je dirais, cohérent dans le discours. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. Bon courage. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui veulent intervenir? Je suis sûre qu'il y a des jeunes là qui sont là et qui n'osent pas lever la main. Mais intervenez sans lever la main, hein, c'est pas grave. Pas de problème, on est là pour répondre à toutes les interrogations. Non, il n'y a pas de questions. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, du coup, moi j'ai une question par rapport aux entreprises. Pour moi, je suis passionné déjà par tout ce qui est transport et logistique, mais j'ai pas du tout eu une formation en transport et logistique. Donc là, je suis en 3e année de licence en économie et gestion. Et je souhaite intégrer donc l'ISTI ou le ST pour effectuer un master. Et donc, je voudrais savoir, est-ce que, par exemple, vous recevez une candidature d'un élève comme moi, est-ce que ce serait discriminatoire de voir qu'il n'a pas fait de logistique auparavant, ou est-ce que le fait d'avoir des expériences, ça justifie un peu ça vous met un peu, ça vous encourage un peu plus à le garder? Alors, à ce stade de vos études, non, je ne pense pas que ça soit handicapant dans la mesure où les notions d'économie et de gestion. Après, encore une fois, ça dépend de votre projet, hein, parce que les masters, il faut savoir quel master on fait pour après pouvoir évoluer dans une entreprise. Mais l'économie et la gestion, ce sont des notions, je dirais, dans le transport, quel que soit le poste, et encore plus quand vous avez des postes à responsabilité qui sont essentiels. Donc, c'est, je dirais, c'est encore jouable d'acquérir, je pense, les fondamentaux du transport et de la logistique en venant d'une licence économique et gestion. Ok. Il faut s'adresser. Vous ayez, encore une fois, il faut que votre projet soit crédible. Voilà, si c'est empiler les diplômes, entre guillemets, hein, je suis volontairement provocatrice parce qu'on en a aussi, hein, voilà, je fais ça, après je refais ça, mais pour faire quoi? Pour manager. Oui, enfin, manager, c'est pas une fin en soi, quoi. C'est ce que je disais, hein, c'est une compétence, le management. Et donc, ça s'acquiert, c'est dans le savoir-être déjà, on l'a ou on l'a pas à l'origine, et après, on développe plus ou moins selon les formations qu'on peut avoir. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que dans nos métiers, souvent, à part vraiment des postes high level transverses, on aime bien sur des postes de manager. Quand je parle manager dans une entreprise de transport comme la nôtre, ça démarre sur des chefs d'équipe, sur des quais, ça démarre sur des responsables de cellules d'exploitation. Ça démarre aussi par un poste d'exploitant parce que c'est des gens qui sont quand même des collaborateurs qui animent des conducteurs et c'est loin d'être évident. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous avez une licence économique gestion, que vous enquillez sur des masters en transport et logistique pour avoir, j'ai pas mal d'étudiants parce que moi je participe au jury sur des niveaux bac plus 3, voire plus aussi dans le transport. Et en fait, je m'étonne toujours parce je leur dis, mais quelle est votre motivation? Mais moi, c'est de manager. Oui, enfin,
C'est pas parce que vous avez un bac+5 en transport et logistique que vous allez arriver demain dans une entreprise et qu'on va vous confier une cellule d'exploitation. Vous voyez, enfin, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer plus vite, mais vous aurez au démarrage un métier opérationnel sur ce type d'emploi parce que c'est quand même un peu le passage obligé. Alors les personnes qui sont en général, qui ont des qualifications, arrivent plus vite et ont des parcours, nous aussi on a des parcours d'intégration pour accompagner, mais arrivent plus vite sur des postes de manager et à terme de responsable de centre de profit. Mais il ne faut pas s'attendre parce que parfois il y a souvent un décalage entre l'enseignement et les écoles et les attentes des entreprises. Et en fait, après, c'est de savoir, vous êtes passionné par la supply chain, la log, pour y faire quoi, entre guillemets, et quels sont les passages, renseignez-vous bien après sur les entreprises, parce que voilà, quel est votre objectif en faisant un master logistique et transport ? Qu'est-ce que vous avez en ligne de mire dans votre parcours, le poste que vous souhaiteriez, vous aimeriez occuper, si vous l'avez déjà en tête, ou c'est parce que dans le transport et la logistique, il y a des débouchés, effectivement, et je veux un poste de manager. Voilà, parce que je mets en garde ceux qui arrivent dans les entreprises en nous disant « je veux un poste de manager ». Ça veut tout et rien dire, en fait. Je suis très transparente, mais c'est la réalité. Merci Nathalie, en tout cas, pour cette transparence. Ouais. Réalité de la formation, si je peux me permettre, pour accéder avec un bac+3 en seconde année directement de l'EST, il faut déjà avoir fait du transport et de la logistique parce que le programme de première année couvre, Pascaline, si elle est là, confirmera, couvre un certain nombre d'éléments du transport et de la logistique que si on ne les a pas, on ne peut pas suivre la seconde année. Donc, ça veut dire que si vous êtes vraiment passionné, vous êtes capable de redémarrer au niveau bac+2 et de faire le cursus en 2 ans. Je vous avouerai, à titre perso, mais c'est juste un conseil comme ça, quand on me dit je suis passionné de quelque chose, quand on est déjà bac+3, j'aurais tendance à vous poser en première question, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Donc, on va avoir une crainte. Je pense que l'utilisation de superlatifs, moi, j'entendrais plus volontiers l'idée de dire je me suis cherché et je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a des vraies opportunités dans ce secteur. C'est beaucoup plus crédible que de dire je fais des sciences éco et aujourd'hui, tout d'un coup, j'ai découvert une passion. Oui. C'est très gentil, en fait, je vous le dis de manière très, très bienveillante, mais c'est comme ça que ça peut être reçu. Hein. C'est pour vous, ça. Hein. Ouais. Au fait, là, je voulais ajouter aussi que j'ai fait le parcours en économie et gestion, mais j'ai 18 mois d'expérience. Donc, j'ai fait un stage en tant qu'assistant de planificateur des livraisons et j'ai fait aussi un autre stage en tant qu'affréteur. Et je suis actuellement en alternance en approvisionnement chez Casino. Donc, je sais pas si c'est une bonne réponse. Vous répondez à ma question. Donc, je vous aurais posé la question. Vous avez la bonne réponse. Ça ne sera pas le cas de tous les candidats. Je ne mettais pas en doute votre. Mais je vous évoquais ce que ça suscite chez un recruteur, qui soit patron de formation ou d'entreprise. Merci, Encore une fois, c'est la cohérence de votre discours et de votre motivation. Hein. C'est ce que je vous dis. Pourquoi envisagez-vous réellement le master, hein. Après, les notions économiques et gestion sont fondamentales dans le transport, encore une fois. Donc oui, après, il y a différents parcours, différentes façons de les intégrer, mais encore une fois, c'est je fais mon master pour faire quoi exactement, en plus de ma licence économie et gestion. Merci. Merci, jeune homme. Il y a une grosse concurrence dans les étudiants, donc il faut être cohérent après, effectivement, comme vous l'a dit monsieur, dans le discours. Alors, il y a Rudy qui lève la main et là, on va arriver donc il est bientôt 20 h, donc je pense que ça sera une des dernières questions posées. Ok, alors bonjour à tous. Je vais être rapide et concis. Je passe le bonjour à tous les réels présents à cette réunion. Ma question est la suivante.
quelle est l'importance que vous apportez aux certifications Yellow Belt et Green Belt? Merci. Alors, moi, je suis dans le secteur où je suis, un transport routier. J'ai pas beaucoup de logistique. On est surtout sur du transport pur. J'avoue que sur les recrutements que l'on a, y compris alors, au bureau d'études, sur nos postes de direction de centre de profit, de manager en général, ce n'est pas, sur la partie transport routier, encore une fois, je ne suis pas sur la supply chain et la log pure, parce que là, je pense que ça doit être assez essentiel, mais nous, sur notre branche, ce n'est pas un critère pour le moment. Effectivement, moi, ça concerne plutôt des profils de logisticiens et dans le cadre de la supply chain. Oui, tout à fait. Donc là, je pense que je ne veux pas parler au nom d'autres DRH qui connaissent un peu mieux l'activité, mais je pense que ça me paraît essentiel. Maintenant, voilà, moi, je vous réponds sur mon cœur de métier, effectivement, mais les certifications sont toujours sur l'excellence opérationnelle. Je veux dire, en logistique, en supply chain, je pense que c'est plutôt recherché. Très bien, je vous remercie. C'est tout à fait applicable au domaine du transport routier, mais c'est pas peu pratiqué. C'est peu pratiqué. Ouais. Si je peux me permettre. Mais c'est pas du tout. Alors moi, je vous le réponds tout de suite sur notre Géodis Transport. Sincèrement, Géodis Road, je n'ai pas ce critère-là. Peut-être c'est en train d'arriver maintenant sur le bureau d'études, sur des populations d'ingénierie, parce qu'on a de la logistique associée. Mais sur les postes de manager de transport, effectivement, sur ce critère-là, ce n'est pas encore quelque chose de déterminant. Vas-y, Olivier, tu voulais dire quelque chose. On en trouve certains, alors si je peux me permettre, Olivier Wettig, on en trouve sur des chefs de projet maintenant qui arrivent dans des grands groupes de transport, où là, par contre, effectivement, avoir au moins des bases en Yellow peut être intéressant, parce que quand on revoit des processus de travail, pour des évolutions de mode opératoire, etc., c'est quand même intéressant de pouvoir avoir un minimum de connaissances pour éliminer les MUDA, etc. Donc ça commence à arriver depuis sur les bureaux d'études, voilà. Moi, j'ai un responsable, on recrute actuellement un responsable processus métier au bureau d'études. Effectivement, si la personne a ce type de certification, ça peut être intéressant. Mais vraiment, c'est un cas isolé par rapport à tous les recrutements que nous faisons sur cette line. Après, en supply chain et logistique pure, je pense que c'est chose courante, effectivement. On aimerait bien. Ok. Non, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus, c'est une méthode, c'est une boîte à outils. Comme le transport se rapproche maintenant dans la méthodologie quand même de plus en plus. Non, mais ça fait partie des soft skills, parce qu'en fait, c'est des méthodologies, c'est des façons de penser, c'est des façons d'aborder les problèmes et les problématiques autres. Ça fait partie des soft skills, c'est forcément un plus. Est-ce que c'est souhaité? Pas forcément de manière évidente, mais c'est forcément un plus. Toutes les certifications, plus on a d'outils dans la boîte à outils et on sait les utiliser à bon escient, mieux c'est. Alors au départ, vous n'utiliserez peut-être pas, mais vous utiliserez peut-être après. Donc c'est bien d'avoir une belle boîte à outils et de savoir à quoi ils servent. Oui, c'est surtout ça. C'est surtout ça, même si vous n'en servez pas tout le temps. Ok, merci en tout cas à tous. Donc mettez-les dans votre CV, dans tous les cas. Ah oui, quand vous en avez, forcément, faites-le apparaître. C'est le sujet du soir. C'est le sujet du soir. Mettez-les dans votre CV. Toutes les certifications, tous les agréments, tous les trucs, toutes les expériences. Il y a un petit truc, moi je dis bien, c'est pas spécifique au CV numérique. Mettez vos expériences extra-professionnelles. Vous avez le BAFA, vous faites de l'animation d'équipe dans les colonies de vacances et ainsi de suite. Vous êtes dans le monde associatif, c'est des vraies compétences qui nous intéressent, nous, en tant que recruteurs, managers. Oui, ça permet de faire le lien avec les soft skills complètement. Voilà.
Bon, bah, merci beaucoup Nathalie, merci Isabelle. Nathalie. Vraiment merci pour d'avoir animé. Merci Nathalie pour toutes ces précisions. Je pense que ça a apporté beaucoup d'éléments à tous les invités. Donc, si vous voulez recevoir le replay du webinaire, alors il sera disponible sur la chaîne YouTube de la ETL. Comme le chat ne marche pas, alors je ne sais pas, je l'ai mis tout à l'heure, mais j'ai mis un formulaire, mais visiblement vous n'accédez pas au chat, donc vous ne le trouverez pas. Tous ceux qui sont tous ceux qui sont arrivés via LinkedIn, je le remets dans l'événement LinkedIn, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien du formulaire pour pouvoir compléter. Voilà, bon, la prochaine fois, ce sera. J'aurais trouvé la solution, mais là, j'ai pas réussi. J'ai eu beau chercher, je n'ai pas réussi à trouver comment mettre le chat. Ah non, mais c'est paramètre. Oui, mais il faut que ce soit, faut être déconnecté. Pour le déroulement, Agnès. Merci. Je te montrerai pour. Ça se oui, je regarderai. avant Sinon, je fais une petite promotion pour les prochains webinaires. Donc, on va aborder le 16 juin. Vous pouvez le noter dès à présent. On vous proposera un webinaire sur la logistique des Jeux Olympiques. Parce que ça y est, on est vraiment en plein dedans, même si c'est encore dans quelques années, les JO. Voilà. Donc, avec des experts du sujet. Et on a également, pour le mois de mai, on vous confirmera la date, un webinaire sur le programme EVE. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ce sera l'occasion justement de le découvrir, de voir un petit peu tout ce qui est proposé aux transporteurs et tout ce que les transporteurs font en matière d'écologie et d'éco-responsabilité. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci d'être venus. Nombreux, et puis encore mille merci à Nathalie. Merci Nathalie. À refaire. Consacré ce soir. Voilà. Merci Nathalie, merci Isa, merci Agnès. Merci, bonne soirée à tous. Et bon match. Bonsoir tout le monde. Bon match, Isa. Ah oui. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Bonne fête aux Valérie.